Il prit une bouchée et toute la salle se tut. Ethan Caldwell n'est pas seulement un milliardaire, c'est aussi le critique le plus redouté du monde culinaire. Lorsqu'il demanda à rencontrer le chef qui avait préparé le plat, l'arrogant chef cuisinier s'avança pour s'attribuer tout le mérite. Mais Ethan avait une question qui allait détruire la carrière de cet homme et changer à jamais la vie d'une serveuse. Il pensait qu'elle était là uniquement pour servir les tables, mais il ne savait pas qu'elle était la seule personne dans la salle à connaître le secret le plus sombre du milliardaire. Regardez jusqu'à la fin pour voir comment le karma se manifeste. Glacial, le brouhaha du l'oubli, oui, Stade Baron le Bouti, le restaurant français le plus prétentieux de New York, était une symphonie de vaisselle qui s'entrechoquait, de poils qui grésillaient et de la voix tonitruante du chef Gustav Thorne. Pour les riches clients qui dînaient sous les lustres en cristal à l'avant de la salle, l'oubli était un sanctuaire du goût. Pour Sarah Miller, c'était une prison. Tour a besoin d'eau. Dépêche-toi, Miller! Rugit Gustave, le visage devenu violet, contrastant avec sa veste de chef d'un blanc immaculé. Il jeta un chiffon sale vers la station de service, manquant de peu la tête de Sarah. Sarah ne broncha pas. Elle ramassa simplement la photo, le visage impassible. « Oui, chef, dit-elle d'une voix à peine audible. À 26 ans, Sarah avait les yeux fatigués de quelqu'un qui avait vécu 3 vies. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière en un chignon strict, et son uniforme, une robe noire légèrement trop grande pour sa silhouette mince, était impeccable. Personne ne regardait Sarah. Pour les clients, elle faisait partie du décor. Pour le personnel de cuisine, elle était la fille qui faisait le ménage, la serveuse qui prenait les services supplémentaires dont personne ne voulait, celle qui nettoyait les sols après la fermeture. Ils ne savaient pas que ses mains, actuellement desséchées par le désinfectant et le savon bon marché, avaient autrefois été assurées pour 2 millions de dollars. Ils ne savaient pas qu'il y a 3 ans, Sarah Miller avait été la plus jeune chef à avoir jamais été nominée pour le James Beard Rising Star Award. C'était avant l'accident, avant l'incendie qui avait détruit le restaurant de son père, avant les rumeurs selon lesquelles elle en était l'instigatrice. Des rumeurs lancées par un groupe rival qui contrôlait désormais la moitié des restaurants de la ville. Mis au banc de la société et sans le sou, elle s'était effacée, acceptant un emploi chez l'oubli grâce à un faux CV qui indiquait que sa principale compétence était le ménage. « Tu rêvasses encore, poubelle », lança Gustave alors qu'elle passait devant lui. Il dressait d'un bord, ses doigts maladroits étalant la sauce. Sarah eut un tic à l'œil. L'acidité de cette sauce était déséquilibrée. Elle pouvait sentir l'excès de vinaigre à 1 mètre de distance, mais elle ne dit rien. Gustave était un homme médiocre qui se faisait passer pour un génie. Il avait hérité de son poste grâce au népotisme. Son oncle était l'actionnaire majoritaire du groupe de restaurants. Il traitait la cuisine comme son personnel privé, renvoyant tous ceux qui avaient plus de talent que lui. « Sarah » murmura une voix douce près de la chambre froide. C'était Liam, le commis de cuisine, un gamin de 19 ans au bon cœur mais aux mains tremblantes. « J'ai raté le Bruno. Gustave va me tuer. » Sarah regarda autour d'elle. Gustave était occupé à réprimander le sommelier. Elle se précipita dans l'angle mort des caméras de la cuisine. D'un mouvement rapide, elle prit le couteau de Liam. Ses gestes étaient fluides, chirurgicaux. Chop, chop, chop. En 20 secondes, elle transforma une pile de carottes en cubes parfaitement uniformes. De minuscules joyaux orange. « Nettoie ton poste », murmura-t-elle en lui rendant le couteau, et ajoute une pincée de sel à l'eau avant de les faire bouillir. Ça aide à conserver la couleur. Liam la regarda avec admiration, comme toujours. « Comment fais-tu ça? »« Je regarde, c'est tout, » mentit-elle en attrapant un plateau de verre sale. « Je regarde, c'est tout. » La nuit s'écoula, un marathon épuisant d'insultes. Les pieds de Sarah lui faisaient mal, mais la douleur physique était plus facile à supporter que celle qu'elle ressentait dans sa poitrine. Chaque fois qu'elle voyait une assiette quitter la cuisine, elle la critiquait dans sa tête. Trop de sel. La présentation est brouillonne. La protéine repose depuis trop longtemps. C'était une torture d'être si près du feu sans pouvoir y toucher. Vers 21h01, un silence s'est abattu sur la salle à manger. Cela a commencé à l'entrée et s'est propagé vers l'arrière comme une vague. Sarah était en train de servir de l'eau gazeuse à un couple de personnes âgées lorsqu'elle l'a vu, Ethan Caldwell. Il ne marchait pas, il glissait. Le magnat milliardaire de la technologie était célèbre non seulement pour son empire logiciel,
mais aussi pour sa cruauté dans les affaires et son obsession de la perfection culinaire. Il possédait un portefeuille de vignobles et avait personnellement mis en faillite 3 restaurants qui ne répondaient pas à ses normes après avoir investi dans ceux-ci. Il était grand, vêtu d'un costume anthracite qui coûtait plus cher que le loyer annuel de Sarah. Ses yeux étaient de la couleur de l'acier et scrutaient la salle avec une concentration prédatrice. Le directeur général, un homme nerveux nommé Arthur, trébucha presque en se précipitant pour le saluer. « Monsieur Caldwell, nous ne vous attendions pas. Je vous en prie, la table VIP est prête. » Ethan l'ignora et regarda vers les portes de la cuisine. « Je ne suis pas ici pour la loge, Arthur. Je suis ici parce que j'ai entendu une rumeur. » Arthur transpirait. « Une rumeur, monsieur? » « J'ai entendu dire que l'oubli avait enfin réussi à se procurer d'authentiques truffes blanches d'Alba, dit Ethan d'une voix douce mais froide, et que vous servez ce soir le risotto Nero, la recette de ma grand-mère. » Sarah se figea au milieu de son service. Elle connaissait cette recette. Ce n'était pas seulement une recette, c'était un héritage. La grand-mère d'Ethan Caldwell était issue de la royauté italienne. La recette était un secret bien gardé, publié une seule fois dans un mémoire à tirage limité il y a 40 ans. Arthur avait l'air paniqué. Il regarda vers les portes de la cuisine. Gustave avait mis le risotto au menu uniquement pour se mettre en valeur, affirmant qu'il l'avait amélioré. « Oui, Monsieur Caldwell, maintit Arthur, la voix cassée. Le chef Gustave est un expert. »« Nous verrons bien, » dit Ethan en s'asseyant à une table centrale, bien en vue. « Dites-lui que je le veux, et dites-lui que s'il n'est pas parfait, je retirerai mon financement au groupe de restauration. » L'enjeu était instantanément mortel. Sarah finit de verser l'eau et se retira dans la cuisine, le cœur battant à toute rompre. Elle fit irruption par les portes battantes et découvrit un chaos absolu. La cuisine était devenue silencieuse. La machine à tickets imprima une seule commande, dont le bruit déchira l'attention comme un coup de feu. Table 7, Ethan Caldwell, Exotto Nero. Gustave fixait le ticket, le visage livide. Il essuya ses paumes moites sur son tablier. Il est vraiment venu. Chef, le sous-chef, un homme nommé Roger, tout aussi incompétent que Gustave, balbutia. « Nous n'avons pas préparé l'huile de truffe. Et l'encre de sèche? Est-ce ce que c'est le lot frais? »« Tais-toi, » rugit Gustave en jetant une poêle dans l'évier. « Je suis un chef étoilé au guide Michelin. Je sais faire un risotto. » Sarah se tenait près du lave-vaisselle, en train de frotter une casserole, mais ses oreilles étaient tendues vers le poste. Elle regardait Gustave attraper frénétiquement les ingrédients. Il bougeait trop vite, sa panique le rendant maladroit. Elle le regarda prendre le riz arborio. « Première erreur, pensa-t-elle. La grand-mère de Caldwell utilisait du riz Carnaroli. Il a une teneur en amidon plus élevée et conserve mieux sa texture. » Elle le regarda prendre le vin blanc. Deuxième erreur, la recette demande un peu de vermouth sec, pas du carardon, et puis l'erreur fatale. Elle regarda Gustave sortir un bouillon de poisson prêt à l'emploi du réfrigérateur. Il datait de 2 jours. « Non, » murmura Sarah, « il te faut un bouillon de crustacés frais préparé avec des carapaces de langoustine, mijoté exactement 40 minutes. » Gustave transpirait abondamment dans la poêle. « Plus de beurre, il faut que ce soit crémeux, » cria-t-il à Roger. « Chef, la texture devient caoutchouteuse, » avertit Roger. « J'ai dit plus de beurre. » Sarah ne pouvait pas regarder. Elle attrapa une pile d'assiettes propres et passa devant le poste pour se diriger vers le passe-plat. Ce faisant, elle sentit une odeur provenant de la casserole. Ça sentait la crème épaisse et le poisson avarié. Ça allait être un désastre. Ethan Caldwell ne se contenterait pas de renvoyer le plat. Il détruirait la réputation du restaurant en le déplorant. Et si le restaurant fermait, le personnel innocent, Liam, les plongeurs, les serveurs perdraient leur emploi. Sarah s'arrêta. Elle regarda Liam, qui tremblait en coupant les herbes. Elle regarda les serveurs terrifiés. Elle devait faire quelque chose. Gustave. Arthur, le gérant, fit éruption dans la cuisine. Il attend. Il demande pourquoi ça prend autant de temps. Ça arrive. Sortez. Gustave hurla. Il tourna le dos à la cuisinière pour aller chercher les truffes dans le coffre-fort. Pendant cette fraction de seconde, la cuisine fut distraite. Roger se disputait avec Arthur. Gustave tâtonnait avec la combinaison du coffre-fort. Sarah laissa tomber sa pile d'assiettes sur le comptoir dans un grand bruit, détournant intentionnellement l'attention près de la sortie. Tout le monde regarda dans la direction du bruit.
Désolé, j'ai les mains glissantes, cria-t-elle en se baissant. Pendant que tous les regards étaient détournés, elle bougea. Ce n'était pas une décision consciente, c'était instinctif. Elle ne se dirigea pas vers la casserole de Gustave. Il était irrécupérable. Elle se dirigea vers le poste arrière, le poste mort généralement utilisé pour la préparation. Un petit pot de bouillon de langoustine fraîche y mijotait. Elle l'avait préparé elle-même plus tôt, un secret, pour le repas du personnel, car elle ne supportait pas de manger les ordures que Gustave leur servait. Elle prit une poêle, la mit sur feu vif, y versa de l'huile d'olive et y ajouta des échalotes finement hachées et non coupées. Elle les a jetés dans la poêle. Ils ont grésillé, libérant un arôme sucré. Elle a attrapé le riz caroli sur l'étagère du haut où il prenait la poussière. Elle a fait griller les grains jusqu'à ce qu'ils deviennent des perles translucides. Splash! Le vermouth sec a touché la poêle chaude, sifflant violemment. L'odeur était forte, herbacée, parfaite. Elle travaillait à la vitesse d'un fantôme. Une louche de bouillon, remuée. Attendre. Une louche de bouillon, remuée. Atteindre. C'était une danse qu'elle avait exécutée 1000 fois dans la cuisine de son père. « Où est le coupe truffe ?» cria Gustave, depuis l'autre bout de la cuisine, toujours aux prises avec son désordre collant. « Je l'ai, chef, » répondit Roger. Ils étaient tellement pris par leur panique qu'ils ne virent pas la serveuse dans le coin arrière, cachée par une étagère de casserole en train de sécher, qui cuisinait pour sauver sa vie. Sarah goûta le riz, al dente d'une résistance parfaite. Maintenant, la touche finale. Elle n'utilisa pas de beurre, elle utilisa une émulsion de mascarpone, l'ingrédient secret du livre de mémoire que personne n'avait jamais réussi à reproduire. Elle la fouetta, transformant le riz noir en un chef-d'œuvre brillant et velouté. Enfin, les truffes. Elle n'avait pas le couteau à truffes. Elle utilisa un couteau d'office, coupant les truffes blanches en tranches si fines qu'elles étaient pratiquement transparentes, les laissant fondre dans la chaleur du riz. Service. « Prends ça !» cria Gustave en claquant son assiette sur le passe-plat. Elle ressemblait à un tas de boue grise. « Apporte-lui ça !» Arthur attrapa l'assiette et courut. Le cœur de Sarah se serra. Elle était trop tard. Elle regarda sa propre poêle, d'où s'échappait la vapeur d'un risotto Nero parfait. Elle éteignit le feu, vaincue, prit une cuillère et goûta sa propre création. C'était parfait. Il avait le goût de l'océan et de la terre réunis. Une larme coula sur sa joue. Cela n'avait pas d'importance. La bouillie de Gustave était déjà sur la table. Elle commença à racler son risotto dans la poubelle. Soudain, la porte de la cuisine s'ouvrit violemment. Arthur se tenait là, le visage pâle comme un fantôme. Il tenait l'assiette de Gustave intacte. « Il l'a renvoyée », murmura Arthur. Il ne l'avait même pas goûtée. Il la sentit à 1 mètre de distance et a dit « Ça sent le désespoir et le poisson avarié. » Gustave avait l'air d'avoir reçu une gifle. « Quoi? C'est impossible, dit-il. » Arthur déglutit péniblement. Il dit « S'il n'a pas un vrai risotto Nero dans 5 minutes, il achète l'immeuble et le transforme en parking. » La cuisine sombra dans l'anarchie. Gustave jeta son tablier par terre. « Je démissionne. Je ne peux pas supporter ce maniaque. »« Tu ne peux pas démissionner, » a crié Arthur. « Réparez ça. »« Je ne sais pas comment, » a admis Gustave, son arrogance s'effondrant enfin. « Je ne connais pas le secret. » Le silence qui suivit était pesant, le grésillement des poêles s'était arrêté. Le personnel se regardait, sachant qu'ils étaient tous sur le point de se retrouver au chômage. Sarah regarda la poubelle où elle s'apprêtait à jeter son risotto. Elle regarda la poêle. Elle était encore à moitié pleine. Elle était encore chaude. Elle prit une profonde inspiration. C'était fou. Si elle faisait ça, elle serait virée, elle serait démasquée. Mais si elle ne le faisait pas, Liam perdrait son emploi. Elle prit une assiette chaude. Les mains tremblantes, elle versa son risotto au centre. Elle tapota le fond de l'assiette. Le riz s'étala en une vague parfaitement plate, à la manière d'Hollande, très appréciée des Italiens. Elle le garnit d'une seule feuille de sauge frite. Elle s'approcha du passe-plat, repoussant le sous-chef stupéfait. Elle posa l'assiette devant Arthur. « Prenez ça, dit-elle d'une voix ferme. »« Vous » ricana Gustave en s'avançant. « La femme de ménage a cuisiné. Vous êtes folle. Jetez ça à la poubelle. » Il tendit la main pour faire tomber l'assiette du passe-plat. « Touchez cette assiette, » dit Sarah en le fixant du regard, ses yeux bleus brûlants d'un feu que personne n'avait jamais vu auparavant.
Et je vous casserai les doigts. Gustave se figea. La férocité dans sa voix était terrifiante. Arthur regarda l'assiette. Elle brillait. Elle sentait incroyablement bon. L'arôme du vermouth et de la truffe fraîche emplissait l'espace entre eux. « Prends-la, Arthur, ordonna Sarah. Arthur ne posa pas de questions. Il attrapa l'assiette et courut vers la salle à manger. Sarah s'adossa contre le comptoir, ses jambes se transformant soudainement en gelée. Elle ferma les yeux. « Qu'ai-je fait? » La salle à manger du Loubli était le théâtre d'une grande anxiété. Tous les serveurs, commis de salle et sommeliers étaient figés sur place, les yeux rivés sur la table 7. Arthur, le directeur général, posa le plat devant Ethan Caldwell avec la délicatesse d'un homme manipulant un engin explosif non déclenché. L'assiette était tout en contraste. Le risotto noir de Jace, sombre comme une nuit sans lune, contrastait avec la porcelaine d'un blanc éclatant. La vapeur qui s'en dégageait un parfum complexe, mêlant la truffe terreuse, le vermouth acidulé et la douceur salée de la mer. Ethan Caldwell ne prit pas immédiatement sa fourchette. Il resta parfaitement immobile, les yeux gris acier rivés sur le plat. Il ferma les yeux et inspira. Pendant un instant, le milliardaire n'était plus dans un restaurant branché de Manhattan. Il avait 6 ans et était assis sur une terrasse ensoleillée du Piémont, en Italie. Il pouvait entendre sa grand-mère, Nonna Isabella, rire en remuant une casserole en cuivre. Il pouvait sentir le mélange exact d'herbes qu'elle cultivait dans son jardin. Cette odeur, c'était impossible. Arthur retint son souffle jusqu'à ce que ses poumons brûlent. « Monsieur, dit-il d'une voix aiguë, tout est à votre convenance? » Ethan ouvrit les yeux. La nostalgie disparut, remplacée par un calcul acéré. Il prit sa cuillère. Il ne préleva pas agressivement. Il préleva un petit échantillon précis au bord de la vague. Il porta la cuillère à sa bouche. La salle observait. 10 secondes s'écoulèrent. 20, Ethan mâcha lentement, le visage impassible. Il avala. Puis il prit une autre bouchée. Et une autre. Il mangea avec une intensité vorace soudaine, comme s'il n'avait pas pris de vrai repas depuis des années. Il racla l'assiette jusqu'à la nettoyer. Quand il posa enfin la cuillère, le bruit résonna dans la pièce silencieuse. Il prit sa serviette, s'essuya les coins de la bouche et leva les yeux vers Arthur. « Qui a préparé ça? » demanda Ethan. Sa voix était calme, mais elle porta jusqu'au fond de la pièce. Arthur expira, sans s'être rendu compte qu'il retenait son souffle. Un sourire de soulagement se dessina sur son visage. « Le chef Gustave, bien sûr, monsieur. C'est un maître en la matière. »« Ne me mentez pas, » l'interrompit Ethan. La température de la pièce sembla baisser de 10 degrés. Je connais la cuisine de Gustave Thorne. Elle est maladroite. Elle est arrogante. Elle repose sur des crèmes lourdes et une quantité excessive de sel pour masquer le manque de technique. Ethan pointa son long doigt vers l'assiette vide. Ceci, c'est l'âme. Ceci, c'est la précision. L'acidité était équilibrée par un vermouth sec, plus précisément du Noy Pratt. L'onctuosité ne venait pas du beurre. Elle venait d'une émulsion de mascarpone incorporée à la dernière seconde, hors du feu. Gustave Thorne ne saurait pas comment faire cela même si sa vie en dépendait. Arthur se mit à transpirer abondamment. Son col était humide. « Monsieur, je vous assure. » Ethan frappa du poing sur la table, faisant sauter les couverts. « Appelez-moi le chef, le vrai maintenant. Si Gustave vient ici pour s'attribuer le mérite de ce plat, je détruirai sa carrière avant même que le dessert ne soit servi. » Arthur acquiesça frénétiquement, l'air d'un homme au bord de la crise cardiaque. « Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. » Il fit demi-tour et sprinta vers la cuisine. À l'intérieur, l'atmosphère était morose. Gustave faisait les 100 pas en marmonnant des jurons. Il avait déjà préparé mentalement son excuse pour quand l'assiette reviendrait. Les truffes étaient mauvaises. La cuisinière fonctionnait mal. Le serveur marchait trop lentement. Sarah était de retour à l'évier, en train de récurer une énorme pile de vaisselle. Elle gardait la tête baissée, l'adrénaline laissant place à une douleur sourde et angoissante. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Elle avait humilié le chef cuisinier. Même si le client avait aimé, l'ego de Gustave n'y survivrait pas. Elle serait licenciée ce soir. Elle calculait déjà combien de loyers elle pourrait payer avec ses économies actuelles. Les portes s'ouvrirent brusquement. Arthur entra en courant, les yeux exorbités. « Il veut voir le chef », halta Arthur en s'appuyant sur la table de préparation. Gustave redressa le dos, bombant le torse.
Un sourire suffisant se dessina sur son visage huileux. Il a aimé, ah, je le savais. Même avec l'intervention de cette fille, ma recette a brillé. Il attrapa sa haute toque de chef plissée et l'ajusta. Je vais aller recevoir ses compliments. Préparez le champagne. Non, cria Arthur en attrapant le bras de Gustave. Vous ne comprenez pas, idiot. Il sait que vous ne l'avez pas cuisiné. Gustave se figea. Quoi? Il a tout mangé, siffla Arthur, la voix tremblante. Et puis il m'a dit exactement comment il avait été préparé. Il a mentionné le vermouth, le mascarpone. Il a dit « Ta cuisine est maladroite ». Il a exigé de voir la personne qui avait réellement préparé le plat. Le visage de Gustave passa du rouge au blanc fantomatique. Il regarda la poêle vide sur le poste de Sarah. Il regarda Sarah qui essorait une éponge, les mains pleines de savon et à vif. « Il veut la voir », murmura Gustave, le dégoût transparaissant dans sa voix. Il a dit que si le vrai chef ne se présentait pas, il brûlerait le restaurant, dit Arthur. Il regarda Sarah. Miller, pose cette éponge. Sarah leva les yeux, surprise. Monsieur Higgins, je ne parle pas, rétorqua Arthur. Essuie-toi les mains, tu vas y aller. Elle ne peut pas y aller, hurla Gustave. Regardez-la, elle porte un tablier de serveur. Elle sent l'eau de vaisselle. C'est une honte pour le restaurant. C'est une honte de mentir à Ethan Caldwell, rétorqua Arthur. Miller bouge maintenant. Le cœur de Sarah battait à tout rompre dans sa poitrine, comme un oiseau pris au piège. Elle défit son lourd tablier en caoutchouc, révélant son simple uniforme noir en dessous. Il était froissé et il y avait une petite tache de sauce tomate sur l'ourlet. Ses cheveux étaient en bataille, des mèches s'échappant de son chignon. Elle n'était pas chef. Plus maintenant. Elle était un fantôme. Si tu dis quoi que ce soit qui puisse m'embarrasser, siffla Gustave à son oreille alors qu'elle passait devant lui agrippant fermement le bras. Je ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais dans cette ville. Dis-lui que c'est moi qui t'ai guidé. Dis-lui que c'était ma recette. Sarah retira son bras, le regard froid. Lâche-moi. Elle poussa les portes battantes, quittant la sécurité de la cuisine. Le trajet entre la cuisine et la table 7 lui sembla interminable. Le murmure de la salle à manger s'éteignit à son passage. Les femmes en robe de soie et les hommes en costume sur mesure se retournèrent pour la regarder. Leur regard était lourd de jugement. Pourquoi le personnel traverse-t-il la salle à manger? A-t-elle des ennuis? Regardez ses chaussures. Elles sont usées. Sarah garda la tête haute. Elle se concentra sur un point au fond de la salle, refusant de croiser le regard des clients. Elle avait appris depuis longtemps que pour les riches, le personnel était invisible jusqu'à ce qu'ils commettent une erreur. Elle arriva à la table. Ethan Caldwell l'attendait. Il ne regarda ni sa robe ni ses chaussures. Il se concentra uniquement sur ses mains. « Vous, » dit Ethan d'une voix dénuée d'émotion, « c'est vous qui avez préparé le risotto. » Sarah joignit les mains derrière le dos, se tenant au garde à vous, une habitude qu'elle avait prise à l'école culinaire. « Oui, monsieur. » Un ricanement s'éleva de la table voisine. Une riche mondaine chuchota bruyamment à l'oreille de son mari. Ils ont laissé la plongeuse cuisiner. Quelle hygiène! Le regard d'Ethan se posa sur la mondaine, la réduisant instantanément au silence avant de revenir vers Sarah. « Comment vous appelez-vous? »« Sarah. »« Sarah Miller, monsieur. Et quel est votre poste ici, Miller? »« Serveuse, aide-cuisinière occasionnelle et plongeuse. » Ethan se pencha en arrière sur sa chaise, l'observant attentivement. Une plongeuse qui connaît mieux les recettes de la famille De Rossi que le chef cuisinier. Intéressant. Soudain, Gustave apparut à côté de Sarah. Il l'avait suivi. Incapable de laisser la situation lui échapper, il afficha un large sourire forcé. « Monsieur Caldwell, » tonna Gustave en posant sa lourde main sur l'épaule de Sarah, l'écrasant. « Je vois que vous avez rencontré notre petite assistante. Comme je l'expliquais à Arthur, je ne me sentais pas très bien, alors j'ai dicté la recette de ma grand-mère à Sarah et j'ai supervisé chaque étape. Elle n'a fait que suivre mes instructions. Le génie, bien sûr, reste avec le « Tais-toi », dit Ethan. Il n'éleva même pas la voix, mais son ordre était absolu. La bouche de Gustave se referma avec un clic audible. Ethan se leva. Il était grand, mesurant plus d'1,80 et dominait Gustave de toute sa hauteur. Il contourna la table et se plaça juste en face de Sarah. Le parfum de son eau de Cologne coûteuse, à base de bois de santal et d'oud, envahit ses sens. « Si tu l'as dicté, » dit Ethan en regardant Sarah.
Dis-moi, à quel moment as-tu ajouté la sauge? C'était un piège, un test. Gustave ouvrit la bouche pour parler, mais Ethan leva la main. Si tu parles, Gustave, tu es viré. Je veux qu'elle réponde. Gustave devint violet, en sueur. Il ne connaissait pas la réponse. Il ne l'avait même pas vu garnir l'assiette. Sarah regarda dans les yeux gris acier d'Ethan. Elle y vit quelque chose. Pas seulement du jugement, mais de la curiosité. Peut-être même de la reconnaissance. « Je n'ai pas ajouté la sauge pendant la cuisson, monsieur, » dit Sarah clairement. « La sauge devient amère si elle est bouillie trop longtemps dans un bouillon délicat. J'ai fait frire une seule feuille dans du beurre clarifié pendant 3 secondes et je l'ai placée sur le dessus en guise de garniture. La chaleur résiduelle libère les huiles sans dominer la truffe. » Les lèvres d'Ethan tremblèrent, un sourire microscopique. « Et le bouillon? » Gustave a utilisé une base de fumée de poisson. « Je l'ai jeté, » admit Sarah, entendant Arthur allaiter derrière elle. « Il était vieux, il était oxydé. J'ai utilisé une réduction de coquilles de langoustine que j'avais préparée pour le repas du personnel. J'ai déglacé la poêle avec le vermouth avant d'ajouter le riz. Pas après. » Ethan se tourna vers Gustave. « C'est toi qui lui as dit de faire ça, Gustave. Non, Gustave, tu lui as dit de jeter ton bouillon. » Gustave bégaya. « Eh bien, l'improvisation fait partie du... » « Tu es un imposteur, » déclara Ethan, sa voix résonnant dans la salle. « Tu sers des coquilles Saint-Jacques surgelées et tu les factures 40 $. Tu réutilises l'huile. Et ce soir, tu as essayé de me servir de la bouillie. » Il se tourna vers Arthur. « Vire-le. » La salle retint son souffle. Les yeux de Gustave s'écarquillèrent. « Tu ne peux pas faire ça. Mon oncle détient 30% de ce groupe. Et je possède la banque qui détient la dette de votre oncle, » dit Ethan calmement. « Depuis ce matin, j'ai acquis la participation majoritaire dans le groupe hôtelier. Je suis propriétaire de ce bâtiment. Je suis propriétaire des chaises sur lesquelles vous vous tenez debout et je suis propriétaire de cette cuisine. » Il désigna la porte. « Sortez de mon restaurant. Prenez vos couteaux et partez. » Gustave chercha du soutien autour de lui, mais n'en trouva aucun. Les serveurs qu'il avait maltraités pendant des années le regardaient avec une satisfaction sinistre. Vaincu, il arracha sa toque, la jeta par terre et sortit en trombe, marmonnant des menaces que personne n'écouta. Le silence revint. Il ne restait plus que Sarah et Ethan. Alors Ethan dit, reportant toute son attention sur elle. « Sarah Miller », il fit un pas vers elle. « Miller, c'est un nom courant. Mais vos mains, la cicatrice brûlée sur votre poignet droit, c'est une marque spécifique. Elle provient de la poignée d'un four à griller à 500 degrés. » Sarah couvrit instinctivement son poignet droit avec sa main gauche. « Un risque professionnel, monsieur. » « Il y a 3 ans, » continua Ethan, baissant la voix pour qu'elle seule puisse l'entendre. « J'ai mangé dans un petit restaurant à Chicago. The Hearth, c'était le meilleur agneau braisé que j'ai jamais mangé. La chef était une jeune femme, une prodige. Elle avait été nominée pour un prix James Beard. Puis son restaurant a brûlé et elle a disparu. » Sarah retint son souffle. Le monde semblait basculer sur son axe. Il savait. « Je l'ai cherché, » dit Ethan. « Je voulais l'embaucher, mais les rapports disaient qu'elle avait fui le pays ou qu'elle était folle, qu'elle avait elle-même déclenché l'incendie. » Il se pencha vers elle, son visage à quelques centimètres du sien. « Tu n'es pas une plongeuse, Sarah. Tu es le fantôme de Chicago. » Les yeux de Sarah se remplirent soudainement de larmes brûlantes. Elle les retint. Elle avait passé 3 ans à se cacher, à récurer des sols pour rembourser les dettes laissées par son père, à se cacher des investisseurs qui la tenaient pour responsable de l'incendie. « Je ne suis qu'une serveuse, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin de ce travail. »« Non, » dit Ethan fermement, « vous n'avez pas besoin de ce travail. » Il se tourna vers la salle à manger, stupéfaite. Il attrapa un verre à vin et le tapota avec une cuillère. Clink, clink, clink. « Mesdames et messieurs, » annonça Ethan, « la cuisine est fermée pour le service régulier. Vous serez tous remboursés pour vos repas. » Il se retourna vers Sarah. « J'ai faim, mademoiselle Miller, et une assiette de risotto ne m'a pas rassasié. Je veux voir si ce soir était un coup de chance, un heureux hasard. » Il fit un geste vers les portes ouvertes de la cuisine. « Je vous lance un défi. 1 heure, 3 plats. Utilisez tous les ingrédients que vous trouverez dans cette cuisine. Si vous m'impressionnez, si vous prouvez que vous êtes la chef que je pense que vous êtes,
J'effacerai vos dettes. Je vous donnerai un chèque en blanc pour ouvrir le restaurant de votre choix. L'offre flottait dans l'air comme un diamant. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé. C'était de la liberté. « Et si j'échoue ?» demanda Sarah, la voix tremblante. Le visage d'Ethan s'assombrit. « Alors vous quitterez New York et vous ne cuisinerez plus jamais, car je ne peux tolérer le gaspillage de talent. » Il se rassit et croisa les bras. « Tu commences maintenant. » Sarah resta immobile pendant un instant, écrasée par le poids de ce pari. Puis elle regarda la cuisine. Elle regarda le poste vide où Gustave régnait autrefois. Elle regarda Liam et les autres cuisiniers qui la regardaient avec des yeux écarquillés et pleins d'espoir. Elle serra sa queue de cheval. Elle retroussa les manches de sa robe noire trop grande. « Oui, chef, » murmura-t-elle. Elle se retourna et courut vers la cuisine. Dès que Sarah franchit le seuil de la cuisine, l'atmosphère changea. Ce n'était plus un lieu de servitude, c'était une arène. Elle ne se dirigea pas vers l'évier, elle se dirigea directement vers le pont du capitaine. « Écoutez-moi. » La voix de Sarah n'était pas forte, mais elle avait un ton d'acier qui couvrait les murmures du personnel confus. « Nous avons 60 minutes. Nous allons servir le critique le plus dangereux au monde. Si nous gagnons, vous garderez tous votre emploi. Si nous perdons, cet endroit fermera ses portes ce soir. Qui est avec moi? » Liam, le commis de cuisine, s'avança immédiatement, serrant son couteau à légumes comme une épée. « Je suis avec toi, Sarah. » Roger, le sous-chef, qui se moquait d'elle depuis des mois, hésita. Il regarda la porte par laquelle Gustave s'était enfui. Puis, devant la détermination farouche dans les yeux de Sarah, il jeta sa serviette sur le comptoir. Gustave était un tyran. Je n'ai jamais aimé ses assaisonnements de toute façon. « De quoi avez-vous besoin, chef? » Sarah acquiesça. « Roger, j'ai besoin de protéines. Qu'avons-nous? » La chambre froide avec le wagyu et le homard est fermée à clé, dit Roger, le visage décomposé. Gustave prit la clé. Il l'avait fait exprès. Un gémissement collectif parcourut la cuisine. Sans les ingrédients haut de gamme, ils étaient fichus. Il ne pouvait leur servir des ailes de poulet à Ethan Caldwell. Sarah ne broncha pas. Elle sourit. Un sourire froid et dangereux. Tant mieux. Je ne veux pas de son bœuf hors de prix. Cuisiner une viande parfaitement marbrée, c'est facile. N'importe quel idiot peut le faire. Pour impressionner un homme comme Caldwell, nous devons lui montrer de l'alchimie. Nous devons transformer le plomb en or. Elle désigna la caisse de rejet près de la porte arrière. Une caisse de produits que les fournisseurs avaient envoyés et que Gustave jugeait trop laids pour être servis. Des carottes noueuses, des tomates anciennes abîmées, des panais tordus. Liam, apporte-moi la caisse de rejet. Roger, vérifie le congélateur du bas. Je sais que Gustave y cache la poitrine de porc parce qu'il pense que c'est une viande de pauvre. Sors-la, autocuiseur. La cuisine s'est alors mise en effervescence. C'était un ballet chaotique dont Sarah était la chorégraphe. Premier plat, la terre, 10 minutes. A crié Sarah, elle a attrapé les tomates moches. Elles étaient difformes, avec des cicatrices sur la peau. Mais lorsqu'elle les a coupées en tranches, elles étaient d'un rouge rubis vif et éclatant. Leur odeur était enivrante. Ils les jettent avec leurs yeux, pas avec leur langue, et murmurait Sarah. Nous allons changer cela. Elle ne fit pas de salade Capri. C'était trop cliché. Elle fit une console d'eau de tomates. Elle écrasa les tomates laides, les salant abondamment pour en extraire l'humidité, les suspendant dans une étamine pour faire couler un liquide cristallin qui renfermait une explosion de saveur. Pendant que le liquide s'égouttait, elle prit les pots, habituellement jetés à la poubelle, et les déshydrata dans le four salamandre jusqu'à ce qu'elles deviennent des chips croustillantes. « Chef !» s'écria Liam, « le mixeur ne fonctionne pas. » Sarah accourut. Le cordon avait été coupé. « Gustave, peu importe, dit-elle en attrapant un lourd mortier en granit et un pilon. Nous allons faire à l'ancienne. Du pesto moulu à la main, du basilic, des pignons de peine, de l'ail. Brouille jusqu'à ce que tes bras brûlent, Liam. Je veux sentir les huiles se libérer. » Elle dressa l'assiette. Un bol peu profond rempli d'eau de tomates claires. À l'intérieur flottaient de minuscules îlots de perles de mozzarella qu'elle avait fumés avec des copeaux de bois sur la cuisinière, recouverts de chips de peau de tomate et d'huile de basilic moulu à la main. Cela ressemblait à un marécage, mais cela sentait l'été italien. Arthur apporta le plat. Sarah n'attendit pas.
Elle était déjà en train de saisir le porc. Deuxième plat, le feu. La poitrine de porc avait été cuite à la cocotte minute pendant 30 minutes avec de l'anis étoilé, de la cannelle et des écorces d'orange. Elle était tendre, mais elle avait l'air pâle et peu appétissante. « Il nous faut une croûte, » dit Sarah. Elle attrapa un chalumeau. Roger glace-la. Roger badigeonna la viande d'un mélange de miel et de soja. Sarah la brûla avec le chalumeau. Houch! Le sucre caramélisa instantanément, créant une croûte craquante semblable à du verre. Mais il manquait quelque chose. Le plat avait besoin d'acidité. Elle scruta le poste de travail. Pas de citron. Gustave les avait tous utilisés pour ses garnitures. Elle repéra un bocal de pêche marinée au fond du garde-manger, laissé par l'ancien chef il y a 3 ans. Elles étaient fermentées, piquantes. Risquées et avertit Roger. Calculé, a corrigé Sarah. Elle a réduit les pêches en une sauce acidulée et piquante pour contrebalancer la graisse lourde du porc. Le sabotage. Ils étaient en train de dresser le deuxième plat lorsque les lumières se sont éteintes. La cuisine a été plongée dans l'obscurité totale. Le bourdonnement des ventilateurs s'est arrêté. Les cuisinières électriques ont émis un bip et se sont éteintes. « Il a coupé le disjoncteur principal », a crié Roger dans le noir. Gustave est dehors, près du disjoncteur. « Ne t'arrête pas », a crié Sarah. « Utilise les cuisinières à quai, les veilleuses sont encore allumées. Sortez vos téléphones pour vous éclairer. » 5 lampes de poche ont illuminé la cuisine de leur faisceau sinistre. Sans les ventilateurs, la chaleur a immédiatement commencé à monter. C'était devenu un enfer. La sueur coulait sur le visage de Sarah, lui piquant les yeux. « Je ne vois pas la cuisson », s'est affolé Roger. « Écoute », ordonna Sarah en fermant les yeux. « Écoute le grésillement. Quand les crépitements ralentissent, la peau est croustillante. Fais confiance à tes sens, Roger. » Ils ont dressé les assiettes de porc dans la pénombre, guidés uniquement par les faisceaux lumineux et l'intuition de Sarah. « Service !» cria-t-elle. Arthur, l'air terrifié et en sueur dans son costume, attrapa les assiettes et disparut dans la salle à manger plongée dans l'obscurité, désormais éclairée uniquement par des bougies de secours, créant une atmosphère accidentellement romantique, bien que tendue. Sarah s'appuya contre le comptoir en acier inoxydable, haletant pour reprendre son souffle. La température dans la cuisine dépassait désormais les 38 degrés. « Encore un », murmura-t-elle. « Le dessert. »« On ne peut pas cuire », dit Liam en éclairant les fours à convection hors service. « Les fours sont électriques. On ne peut pas faire le seul. » Sarah regarda les ingrédients qu'elle avait rassemblés. Des œufs, du sucre, de la crème, de la lavande. Elle regarda la cuisinière à gaz, la seule chose qui fonctionnait. « On ne cuit pas, dit-elle en essuyant la suie de son front. Nous faisons des poches. Île flottant, l'île flottante. C'était un dessert français classique rarement vu, car considéré comme un dessert de grand-mère. Des meringues pochées dans du lait flottant sur un glaçage à la crème. C'était délicat, technique et ne nécessitait aucune électricité. Elle battit les blancs d'œufs à la main. Ses biceps brûlaient. Son poignet, celui qui portait la cicatrice de brûlure, lui faisait atrocement mal. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle battit les blancs jusqu'à ce qu'ils soient fermes et brillants. Elle les pocha doucement dans du lait frémissant infusé à la lavande. La cuisine était un sauna. Le personnel était épuisé, mais souriant. Pour la première fois depuis des années, il cuisinait de vrais plats. La salle à manger était silencieuse, à l'exception du cliquetis des couverts. La coupure de courant avait fait fuir les clients occasionnels, mais les VIP et les curieux étaient restés, sentant qu'il se passait quelque chose. Ethan Caldwell était assis seul à sa table, un seul chandelier éclairant son visage. Il ressemblait à un juge-président, une affaire capitale. Arthur plaça le premier plat, le concé à l'eau de tomate devant lui. « Il y a une coupure de courant, Monsieur Caldwell. » Arthur s'excusa. La chef a improvisé. Ethan regarda le liquide clair. Il ressemblait à de l'eau. Il en prit une gorgée. Ses yeux s'écarquillèrent. La saveur était explosive. C'était l'essence même de la tomate, distillée et purifiée. C'était pur, honnête et incroyablement sophistiqué. Cela lui rappelait la pureté qu'il recherchait dans son code, dans ses relations commerciales. Aucune place pour la dissimulation. Il mangea la mozzarella fumée, dont le goût de fumée se mariait parfaitement avec la douceur. Il demanda le plat suivant.
Le ventre de porc glacé à la pêche fermentée arriva. Ethan coupa la viande. Elle se défaisait. La peau craquait avec un bruit satisfaisant. Il prit une bouchée. La richesse du porc était écrasante, presque excessive, jusqu'à ce que la pêche fermentée touche son palais. L'acidité coupait la graisse comme un laser. C'était audacieux. C'était agressif. C'était le genre de combinaison de saveurs que seul quelqu'un qui n'avait rien à perdre oserait tenter. Il posa sa fourchette. Il n'attendit pas le dessert. « Faites-la venir, dit Ethan. Maintenant. » Arthur fit signe à la cuisine. Sarah sortit. Elle avait l'air épuisée. Ses cheveux étaient crépus à cause de l'humidité. Son visage était maculé de suie. Et son tablier était taché de purée de pêche. Elle ressemblait à un soldat quittant le champ de bataille. Elle s'approcha de la table. Elle ne s'inclina pas. Elle se tenait droite. « Les lumières se sont éteintes, dit Sarah d'une voix rauque. Nous avons improvisé. »« Je sais, dit Ethan. J'ai vu Gustave courir depuis le tableau électrique à l'extérieur. Mon équipe de sécurité l'a arrêté. » Sarah expira, les épaules légèrement affaissées. « Oh! » Ethan se leva. Il contourna la table, ignorant les regards des autres clients. Il s'arrêta devant elle. « L'eau de tomate, dit-il doucement. C'est une technique tirée du livre de recettes Pears, édition 2010. Mais le fumage du fromage est une technique du Sud. Où l'avez-vous apprise? Mon père, répondit Sarah, la gorge serrée. Il tenait un restaurant barbecue au Texas avant de nous déménager à Chicago pour ouvrir The Hearth. Ethan acquiesça lentement. Et les pêches fermentées? Ma grand-mère. Elle les mettait en conserve chaque été. Elle disait, la douceur a besoin de temps pour se transformer en quelque chose d'intéressant. Ethan s'approcha. L'espace entre eux était chargé d'une tension électrique qui n'avait rien à voir avec la nourriture. Il y a 3 ans, dit Ethan, baissant la voix pour adopter un ton plus intime. J'ai lu le rapport de police sur l'incendie de Hearth. Les enquêteurs ont dit que la conduite de gaz avait été sabotée. Ils ont trouvé vos empreintes digitales sur la clé. Sarah tressaillit. J'essayais de la réparer. J'avais senti une fuite. Je suis allé resserrer la valve, mais elle était déjà usée. Quelqu'un l'avait sabotée avant que j'arrive. Mais comme j'étais le seul à avoir la clé ce soir-là, ils m'ont accusé. La compagnie d'assurance a refusé de payer. Ethan récita les faits. Ton père est mort d'une crise cardiaque 2 semaines plus tard à cause du stress. Et tu as été qualifié d'incendiaire. Je n'ai rien fait, murmura Sarah, les larmes coulant enfin sur ses joues. J'adorais cette cuisine. C'était ma vie. Ethan tendit la main. Pendant 1 seconde, Sarah crut qu'il allait la frapper. Au lieu de cela, il essuya doucement une trace de suie sur sa joue avec son pouce. Sa peau était fraîche contre son visage brûlant. « Je sais que tu n'as rien fait, » dit Ethan. Sarah se figea. « Quoi? J'ai enquêté moi-même sur l'incendie, » révéla Ethan. « Pas en tant que critique, mais en tant qu'investisseur. J'avais l'intention d'acheter le restaurant la semaine suivant l'incendie. J'ai engagé un détective privé. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un morceau de papier plié. Nous avons trouvé des images provenant d'une caméra de sécurité située de l'autre côté de la ruelle. Elles étaient granuleuses, donc la police les a rejetées, mais mon équipe technique les a améliorées. Il déplia le papier. C'était une image fixe. Elle montrait un homme quittant la porte arrière du restaurant 10 minutes avant l'explosion. Il tenait une clé à molette. Sarah regarda la photo. Son sang se glaça. L'homme sur la photo était plus jeune, plus mince, mais sa posture était indéniable. « Est-ce que c'est... » balbutia-t-elle. « Gustave Thorne, » répondit Ethan froidement. Il travaillait comme chef cuisinier pour un groupe de restaurants rival à l'époque. Le groupe qui voulait s'emparer des biens immobiliers de ton père. Ils l'ont payé pour te faire peur, pour provoquer une petite fuite. Mais il était incompétent. Il a provoqué une explosion. Sarah s'agrippa à la table pour se soutenir. L'homme qui lui avait jeté des chiffons à la figure, la traitant de poubelle pendant 6 mois. C'était lui qui avait détruit sa vie. C'était lui qui avait causé la mort de son père. Pourquoi? Sarah s'étouffa. Pourquoi tu n'as pas dénoncé ça? Je ne pouvais pas le trouver, répondit Ethan. Il a disparu après l'incendie, a changé de nom, a déménagé en Europe pendant 1 an. Je ne l'ai trouvé que ce soir grâce au risotto. Quand j'ai goûté cette incompétence, j'ai su que c'était lui. Mais j'avais besoin de preuves. Il la regarda profondément dans les yeux. Et j'avais besoin de te retrouver pour voir si l'incendie t'avait brisé,
pour voir si le génie que j'avais goûté il y a 3 ans était toujours là. Il désigna les assiettes vides sur la table. Tu as cuisiné dans le noir, Sarah. Tu as cuisiné avec des ingrédients de mauvaise qualité et tu as créé le meilleur repas que j'ai mangé à New York depuis 10 ans. Sarah tremblait. La justification était bouleversante. Alors, dit Ethan, un sourire rare et sincère effleurant ses lèvres, allons-nous servir le dessert ou allons-nous appeler la police? Avant que Sarah n'ait pu répondre, les portes d'entrée du restaurant s'ouvrirent brusquement. Gustav Thorne fit éruption. Mais il n'était pas menotté. Il était flanqué de 2 hommes imposants vêtus de costumes bon marché, des agents de sécurité privée et d'un homme grand et squelettique en smoking. C'était M. Sterling, le propriétaire de l'immeuble et l'oncle de Gustav. « Éloignez-vous de lui » hurla Gustav en pointant un doigt tremblant vers Sarah. « Cette femme est une intruse. Elle n'a pas le droit de cuisiner dans ma cuisine. » M. Sterling s'avança, l'air furieux. « Monsieur Cordwell, je dois vous demander de vous éloigner du personnel. Nous portons plainte contre cette fille pour vandalisme et vol de biens appartenant à l'entreprise. Quant à vous, vous n'avez pas le droit de licencier mon neveu. » Ethan se tourna lentement vers eux. Son visage passa de la chaleur qu'il avait montrée à Sarah à un masque d'un calme glacial terrifiant. « Monsieur Sterling, » dit Ethan d'un ton aimable, « j'espérais que vous vous présenteriez. » Monsieur Sterling, propriétaire de l'immeuble et oncle de Gustav, s'avança vers la table 7 comme un bulldog en smoking. Il était flanqué de 2 agents de sécurité, le visage violet de rage. « Vous avez 5 secondes pour expliquer pourquoi vous vous trouvez dans ma cuisine. » Sterling cracha ces mots à Ethan, ignorant complètement Sarah. « Ou je vous ferai expulser. Je me fiche de qui vous êtes, Caldwell. Dans ce quartier, c'est moi qui fais la loi. » Sarah recula, ses vieux instincts de peur reprenant le dessus. Les hommes comme Sterling gagnaient toujours. Ils avaient l'argent et les avocats. Ethan ne sia pas, il but une gorgée de vin et posa son verre avec un tintement délibéré. « Monsieur Sterling, » dit Ethan d'une voix terriblement calme, « je pense que vous vous trompez au sujet de la propriété de cet établissement. »« Je possède l'acte de propriété, » aboya Sterling. « Vous l'avez construit grâce à un prêt de la Vanguard Citibank, » corrigea Ethan, seul avec une clause stricte concernant la stabilité de la gestion. « Il y a 20 minutes, pendant que votre neveu sabotait le tableau électrique, un crime a été filmé par la caméra embarquée de mon équipe de sécurité. Mes associés ont racheté ce portefeuille de prêt. Je le déclare en défaut de paiement avec effet immédiat. » Sterling devint livide. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je viens de le faire, » dit Ethan en se levant. « Virement électronique. Ce bâtiment est désormais la propriété de Caldwell Holdings. Sortez de ma propriété. » Il se tourna vers les agents de sécurité. « Vous travaillez pour le bâtiment, n'est-ce pas? Félicitations. Vous travaillez désormais pour moi. Je double votre salaire horaire. Escortez M. Sterling dehors. » Les gardes n'hésitèrent pas. Ils s'éloignèrent de Sterling et se rangèrent du côté d'Ethan. C'est de la folie. Sterling hurla lorsque les gardes lui saisirent les bras. « Gustav, faites quelque chose. » Gustav, recroquevillé derrière son oncle, chercha une issue, mais les portes d'entrée s'ouvrirent. Le détective Vance entra, suivi de 2 agents en uniforme. Ethan fit signe au détective. « Inspecteur, je crois que vous avez un mandat d'arrêt pour un cas d'incendie criminel à Chicago, impliquant un certain M. Gustav Thorne. Les genoux de Gustav se sont dérobés. Il s'est effondré sur une chaise en velours, sanglotant. Ce n'était pas moi. C'était lui. Il a pointé un doigt tremblant vers Sterling. Mon oncle. Il m'a dit de créer un problème au père de Sarah pour faire baisser la valeur de la propriété. Il m'a fait aller à Chicago. » Un murmure collectif a parcouru la salle à manger. Sarah a couvert sa bouche, les larmes lui montant aux yeux. C'était la confession qu'elle attendait depuis 3 ans. « Espèce de salaud !» a rugi Sterling en se débattant contre les gardes. « Je t'avais dit de provoquer une fuite, pas de faire exploser l'endroit. »« J'ai les SMS » a crié Gustav en brandissant son téléphone. « J'ai tout gardé. » L'inspecteur Vance a pris le téléphone. Il a regardé l'écran, puis a levé les yeux vers Sarah en hochant doucement la tête. « Mais Mme Miller, cela suffit pour ouvrir l'affaire. Vous êtes innocentée. » Le soulagement fut tel que Sarah eut l'impression qu'un poids lui était enlevé de la poitrine. Les années passées à se cacher, la honte, les nuits blanches passées à récurer les sols.
Tout cela était enfin terminé. La salle à manger éclata en applaudissements, tandis que la police menottait les deux hommes et les emmenait. Ethan attendit que les sirènes s'éloignent avant de se tourner vers le personnel stupéfait. Tout le monde, rentrez chez vous. Vous recevrez votre prime intégral. Nous fermons pour rénovation. Alors que le personnel applaudissait et se dispersait, Arthur, le directeur, s'attarda nerveusement. Monsieur Caldwell, suis-je renvoyé? Vous avez aidé Gustave, dit Ethan froidement. Mais vous n'avez pas non plus arrêté Sarah ce soir. Vous êtes rétrogradé au poste de directeur adjoint. Vous répondrez au nouveau chef exécutif. Arthur acquiesça vigoureusement, reconnaissant. Merci. Qui est-ce le nouveau chef? Ethan se tourna vers Sarah. Elle fixait ses mains, les mains qui avaient créé de la magie à partir de déchets. Eh bien, demanda Ethan en lui tendant la main, êtes-vous prête à signer le contrat, chef Miller? Sarah leva les yeux. Ses yeux étaient rouges, mais son sourire était éblouissant. Elle lui prit la main. J'ai des conditions. Ethan haussa un sourcil. Négocier avec un milliardaire. Premièrement, dit Sarah fermement, plus jamais de coquilles Saint-Jacques surgelées. D'accord. Deuxièmement, Liam devienne mon sous-chef. D'accord. Et troisièmement, dit Sarah d'une voix plus douce, changez le nom. Luby signifie l'oublier. Je ne veux plus être oublié. Je veux l'appeler The Hearth, le foyer. Ethan lui serra la main, un sourire sincère illuminant son visage. Ce sera The Hearth. Un an plus tard, la file d'attente pour l'inauguration du Hearth NYC faisait le tour du pâté de maison. Le monde de la gastronomie bruissait de la rumeur concernant le chef de Phoenix qui avait renaît de ses cendres. À l'intérieur de la cuisine, c'était un sanctuaire de concentration. Pas de cris, juste le bruit rythmique des couteaux qui coupaient. Sarah se tenait au passe-plat dans une veste blanche immaculée, son nom brodé en doré. « Service !» appela-t-elle en glissant une assiette de risotto aux truffes fumées à un serveur. Elle regarda la table 7. Ethan était là, comme tous les soirs depuis 1 an. Il ne portait pas de costume. Il avait l'air détendu et la regardait avec une intensité qui n'avait rien à voir avec le travail. Sarah se dirigea vers la table. « Comment est-ce » Ethan prit une bouchée, savourant le mascarpone et le vermouth. « Il manque quelque chose. » Sarah paniqua. « Quoi? L'acidité est si parfaite. Il manque un accompagnement, » dit Ethan en désignant la chaise vide. « Assieds-toi avec moi, Sarah. Liam s'occupe de la cuisine. » Sarah se retourna. Liam lui fit un signe de pouce levé. Elle sourit, défit son tablier et s'assit. Ethan lui versa un verre de vin. Sous la table, sa main trouva la sienne, son pouce effleurant la cicatrice brûlée sur son poignet. Ce n'était plus une marque de honte, mais un signe d'honneur. « À la fille qui a cuisiné dans le noir, dit-il doucement. « Au milliardaire qui l'a mangé, répondit-elle. Ils trinquèrent. Ellen se pencha vers elle, la voix basse et intime. « Alors, qui a préparé ce plat? » Sarah rit, d'un rire de pure liberté. « Moi, et je ne fais que commencer. » Voici l'histoire de Sarah Miller, la serveuse humiliée par un chef arrogant qui s'est révélé être un prodige culinaire. Cela nous rappelle que le véritable talent ne peut être caché par un uniforme et que le karma, comme un bon plat, est meilleur lorsqu'il est servi au moment opportun. Gustav et Sterling pensaient que leur argent pourrait étouffer la vérité, mais ils ont appris que la qualité finit toujours par briller dans l'obscurité. Qu'auriez-vous fait à la place de Sarah? Auriez-vous risqué votre emploi pour cuisiner ce repas? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires de justice, d'amour et de vengeance. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Pas d'horaire, même quand je travaillais, bah, je pouvais travailler jusqu'à 20 heures puis ne pas dormir jusqu'à 6 heures du mat, faire une nuit blanche, tu vois? J'avais vraiment pas d'horaire. Du coup, c'est dur de se caler sur la personne, tu vois? Mais là, je travaille pas. Là, je travaille pas et là, je suis pas en couple et je travaille pas. Donc là, je fais vraiment ce que je veux, et j'ai jamais été aussi bien que ne pas être en couple, en fait. Je crois q et en plus, vas-y, je suis possessivement jalouse, machin, je préfère, tant que je me dis: «Tant que moi j'ai pas guéri et que j'ai pas travaillé sur ma propre personne, tu peux pas te mettre en couple». Si toi tu as un problème mental pour moi, jalousie maladive, c'est un problème mental, hein. C'est te mets pas en couple.
Tu vas juste faire souffrir toi et te faire souffrir la personne avec qui tu es. Faut juste pas se mettre en couple. D'accord? Moi, je suis très. Le gars, il regarde une autre meuf. Red flag. Le gars, il respire le même air une meuf. Red flag. Le gars, il joue avec une meuf. Il parle avec une meuf. Red flag. Je peux pas. Je peux pas. En fait, je peux pas accepter le fait que mon gars, il va parler à quelqu'un d'autre. Non. La caissière, c'est une fille. Tu changes de caisse. Tu changes de caisse. La secrétaire, c'est une fille. Tu lui parles pas. Je peux pas. Mais imagine, il y a des meufs dans son chat. Imagine, il y a des meufs dans son chat. Non, 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 imagine une meuf le sub. Non, 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 divorce. Divorce. Sa sœur, c'est une fille. Je suis sa seule fille, d'accord? Je suis la seule fille. Je suis la seule fille. Je suis la seule fille de sa vie. Il a pas le droit d'avoir d'autres femmes dans sa vie, genre, c'est pas possible. Non, mais on rigole, mais je préfère vraiment rester. Kimchi m'a écrit, il m'a répondu sur Insta. Ah, je suis quelqu'un. Eh, je suis quelqu'un, la team. J'ai Kimchi qui m'a répondu. Dinguerie, dinguerie. Oh, attends. Putain, mais ils sont forts, hein. Glove minus 1-1-1. Mais il cheat, il cheat, il cheat. Il cheat. Glove low. Was double. Oh non, qu'est-ce qu'il fait là? Mais j'ai cru que c'était lui qui était garage. J'ai rien compris. J'ai cru que c'était le phénix. Mais j'ai tué la clove garage. Bref, mon cerveau, je pensais qu'il était derrière moi en fait. Et j'avais dash sur site. Oh la conne. Oh, je suis débile. J'ai pas suivi j'ai pas suivi la game. Vas-y frérot. 4-1-4. 1-4, 1-4, 1-4. Ça va être. Coucou Mountain, c'est qui me tue? Les deux étaient garage. Oui, en fait, les deux étaient garage. Alors, connaissant Jidou, il y a eu aucun chat GPT là. Il y a eu aucun chat GPT. Ça vient. C'est pas chat GPT. Ça. I built for retake. Je voulais la tuer. Pourquoi je vise le mur? J'ai fait le tour du mur. Alors que je voulais kill et repartir. Ah, ils sont trop forts, hein. Ils sont trop forts. J'aurais dû attendre les autres pour éviter que je suis con. Je critique toute seule. Vas-y, la game est loose. J'ai préféré la game surprise. Coucou Mixa. Oui, ça vient du cœur. Oui, mais je te connais, je sais que c'est pas ChatGPT. Ouais, c'est un streamer Valo, ouais. Et il y a quelqu'un qui avait fait une blague raciste en mode ah, mange pas le chien, je sais pas quoi, parce que bah il est asiatique. Et il a posté ça et j'avais pas compris. Genre, j'avais pas compris. J'ai vraiment les messages, ils étaient bizarres. J'étais en mode et j'ai fait mais c'est passé quoi? Et il m'a répondu. Ouais, je suis quelqu'un là-dessus. Je suis quelqu'un. Mais j'ai une photo avec Kimchi. Daloris. Tout mid. Bah, faut bien trouver quelqu'un pour la Saint-Valentin. Enfin, Saint-Valentin. Mais salope en fait. Voilà. Salope. Moi je serais Théodora. Tata, cerne sous les yeux. Sur les deux. Je t'aime, un homme pas deux. Ta-la-li-la-li-la, li-la-li-la-na. Ta-li-la-li-la, li-la-li-la-la. Nice. Tita-tita, tila-li-la-la. Est-ce que c'est... Oui. Allez, pour que quand je le quitterai, tout le monde me dira putain, mais Catharsis, c'est une grosse salope. Il était là quand Kata elle avait son cancer. Elle l'a quitté, cette pute. On va tous marier des putes. Ah non, c'est bon, laisse tomber. T'as plus le droit de quitter un mec, genre ça va se retourner contre toi de toute façon.
Non, ça y est, c'est bon. Bah non, j'ai pas dérapé, c'est des vrais commentaires. J'ai lu les commentaires et gars dit oh, heureusement que Tenz a quitté cette pute toxique. Vrai commentaire. Vrai commentaire que j'ai lu sous un TikTok. Ah, c'était en mode finally Tenz left this fucking hole, je sais pas quoi, toxic hole, je sais pas quoi. Eh, vrai, c'est des vrais. Pourquoi j'appuie sur E? Oui! Oui! On site. Oui! Bisous bisous Roxane! Après, il y a vraiment... Ouais, mais c'est vrai, il y a des gens, ils ont cours. Putain, on est mardi, bah oui, moi je vis ma belle vie là. Moi j'ai aucune notion de jour, bah oui, il y a des gens, ils ont cours. Bon cours! Arrête l'école, full streaming, j'avoue. Hein. En vrai, il y a du potentiel. Hein. Il y a grave un potentiel en vrai. Hein. Moi, je le vois bien, streamer et tout. Hein. Les cours, c'est vraiment pour les nazes. Hein. Trop surcoté. Ah, c'est pas le même gars. C'est pas le moment d'arrêter. Bon cours à toi. Étudie bien, travaille bien à l'école et respecte les profs, c'est important. C'est important, les professeurs. Ils se font toujours maltraiter, les professeurs, je trouve. Les pauvres, ils ont rien demandé. Respectez vos profs un peu, là. J'ai stun un... Ah, les winnable, en vrai, si je me focus, en vrai, c'est win, mais je suis pas focus. Ils sont gaz, franchement. Oui! Non, mais oui! Oui, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant... Hein? T'as capté. Oh, j'ai cru que je l'avais raté. Je suis blind, je ne vois rien. Je spray. Oui. Bah, je dis ça parce que moi j'étais dans une école russe et dites-vous que les Russes, ils ont pas la même mentalité que les Français, tu vois. Je vous jure, quand j'ai vu des profs se faire bully, j'ai pleuré. Les bullies russes, c'est des fous. C'est un peu vraiment comme dans les séries, en mode ils balançaient des papiers, ils balançaient des crayons sur le prof, ils lui balançaient des trucs. Les gars, ils se couchaient sur un bureau comme ça, sur le banc, avec leur téléphone, ils jouaient à des jeux vidéo pendant le cours de la meuf. Hein. Vraiment, ils étaient en mode aucun cahier, rien, ils étaient sur leur tel comme ça, sur le bureau. Ils se mettaient bien, ils se couchaient par terre, ils jouaient au téléphone et tout. La prof, elle a pleuré, elle a appelé la directrice. La directrice est venue, elle a un peu calmé le truc, mais la prof, elle a pleuré. Moi, ça me fait mal au cœur. Moi aussi, j'ai pleuré. Vas-y, les gens, ils sont trop irrespectueux et tout. La prof, en plus, elle était trop gentille. Mais elle était trop gentille, c'est ça le problème. Elle était trop gentille, c'est vraiment le genre de prof qui a pas d'autorité, qui laisse. Bah, tu sais, tu peux faire un peu ce que tu veux. Et... Elle était trop. C'est la prof de dessin. Soit les profs de dessin, elles sont un peu gentilles et tout. Elle était trop gentille. Les gens, ils ont profité trop. Elle se faisait tellement bully, elle se faisait balancer des papiers sur elle et tout. Mais je vois rien. En Russie.